Mes chers camarades, je vous remercie tous d'être présents à cette Assemblée générale, deuxième de mon mandat. Je tiens à remercier Stéphane Lardy, secrétaire confédéral, en charge du secteur emploi, formation professionnelle, assurance chômage, d'avoir accepté notre invitation et de nous honorer de sa présence. Aujourd'hui est une date importante car de nombreux camarades fonctionnaires participent au dépouillement des élections professionnelles, moment fort qui sera la clé de la représentativité de Force ouvrière localement et nationalement. Quel que soit le résultat, bon, je l'espère, je félicite tous les militants qui auront apporté leur pierre à l'édifice. Merci à eux. Je n'oublie pas non plus tous les copains du secteur privé qui ont fort à faire pour les mêmes raisons et qui n'ont pas toujours une reconnaissance à la hauteur de leur engagement et de leur militantisme. Je tiens à les saluer. En ces temps difficiles, les salariés se renferment sur eux-mêmes, espérant que les mesures d'austérité infligées par les gouvernements successifs et le patronat ne leur tombent sur la tête. Malheureusement, tous ces pactes et tous ces traités dits de responsabilité, de solidarité, enfin beaucoup de thé, et de sauvegarde de l'emploi ne consolident nullement l'avenir des salariés de ce pays. Alors tout est mis en place pour casser les acquis sociaux des salariés, obtenus dans la douleur par la lutte de nos aînés. C'est le retour de l'exploitation intensive de l'homme par l'homme, prôné par le MEDEF, avec la sainte bénédiction du gouvernement, qui va jusqu'à faire les éloges sur les entreprises françaises, en oubliant au passage ceux qui sont les principaux créateurs de richesses. Cependant, ces dites entreprises licencient à tour de bras. Elles continuent à engraisser les actionnaires et augmenter les marges sur la production en rognant les salaires de ceux qui ont l'extrême chance de rester dans l'entreprise. Terminée l'époque où les salariés obtenaient du bout de gras et quelques copecs pour alimenter le panier de la ménagère. Fini le grain à moudre en descendant dans la rue. Permettez-moi, mes chers camarades, de partager avec vous une pensée pour tous nos camarades disparus. Je vous propose quelques instants de silence en mémoire de ceux auxquels nous avons, pendant quelques années, confié les rênes de notre organisation et qui ont contribué à forger notre réputation et nos caractères. En leur mémoire, respectons une minute de silence. Je vous demande de lever. Je vous remercie. Je salue ces camarades et je les remercie pour l'héritage qu'ils nous ont légué. Ce qu'ils nous ont appris, c'est la rébellion. La rébellion était la nature des salariés de Force ouvrière. L'ordre n'était établi qu'après d'âpres négociations et nous étions une composante forte en matière de décision. Aujourd'hui, le patronat français exige et obtient. Aujourd'hui, le patronat impose et le gouvernement se soumet en faisant courber l'échine aux salariés. Pour son premier mandat, le nouveau président du MEDEF obtient, en guise de dot, la modeste somme de 42 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales patronales sans contrepartie. Mes camarades, je reste dubitatif sur la promesse patronale de création d'1 million d'emplois fièrement arborée sur la poitrine du nouveau monarque. C'est notre salaire différé qui est mis à mal. Ce sont des recettes pour la sécurité sociale qui sont généreusement offertes aux patrons. Sauf que ce sont nos droits sociaux qui sont réduits, voire supprimés. Ce sont les remboursements maladie qui sont réduits, des franchises qui sont appliquées, des déremboursements de médicaments et au final, des assurés sociaux malades qui ne peuvent plus se soigner. Ce sont des déficits qui s'alourdissent tous les ans pour des régimes de retraite, offrant ainsi l'opportunité à nos dirigeants
d'augmenter les durées de cotisation pour les passer à 43, 44 annuités et plus si affinités. Mourir au travail peut-être, mourir au travail sûrement. Comprenez, mes chers camarades, que c'est le meilleur moyen de présenter en offrande notre protection sociale au secteur privé. Et pour couronner le tout, on nous supprime l'universalité des allocations familiales. Demain, mon camarade, sous prétexte que tu gagnes plus que ton voisin, tu seras soumis à une amputation de tes droits au remboursement. En clair, camarade, tu as intérêt à ne pas être malade dans le nouvel espace de santé français. Les folies dépensières de l'État sont à la charge des salariés et des seuls salariés. Honteux! Honteux, mes chers camarades, et permettez-moi de mieux qualifier cette attitude, c'est crapuleux. Les réformateurs de Bruxelles n'ont rien à envier à une organisation déconnectée de toute réalité. Alors moi je l'avais dit sous une autre phrase, mais on m'a dit qu'il ne faut pas le mettre. Donc je ne vous le dirai pas, c'était plus hard. Il n'est pas inutile de rappeler que leurs salaires sont largement au-dessus des limites qu'ils veulent nous imposer et qu'ils nous imposent déjà. Tout cela signifie, et vous l'avez compris, que l'État s'approprie l'argent de nos cotisations sociales. C'est un hold-up, une spoliation et du racket sur notre salaire différé. Et c'est pas fini, comme à la pub. Et c'est pas fini. Sous prétexte de revenir à un taux d'endettement de 3%, comme stipulé dans le traité européen, plus connu sous l'appellation Pacte budgétaire européen, l'État annonce 50 milliards d'économies de fonctionnement sur 3 ans. Du jamais vu, mes camarades. Ce sont des milliers de postes de fonctionnaires qui ne seront pas remplacés et donc perdus. Ce sont des réorganisations, des fusions de services où les agents ne s'y retrouvent plus, laissant prospérer stress, burn-out et suicide. Je l'attendais celle-là. Je vous remercie d'avoir de contribuer. Ton apprentissage de l'anglais. C'est pas mon truc, j'ai un mal fou avec ce mot. Ça fait rien, vous avez très bien compris. Et on écoute. Pétage de plomb. Fini, ouais, le pétage de plomb, comme je dis vulgairement. Fini le service républicain, offrant l'égalité de traitement à tous citoyens, sans aucune distinction. Ce sont des bureaux de poste, des postes de police, des fermetures de classes, des écoles, des hôpitaux. Cette liste n'est pas exhaustive et chacun aura sûrement un proche travaillant dans une administration, rencontrant des difficultés pour effectuer son travail par manque de moyens, qu'ils soient financiers ou humains. Ce sont tous les services publics qui subissent ce démantèlement. L'objectif annoncé étant une meilleure organisation, une énième, pour un meilleur fonctionnement. Les mêmes qui prônent une nouvelle organisation dénoncent en même temps celle qu'ils avaient mise en place auparavant. Les agents des fonctions publiques sont là pour appliquer les directives. Le changement, pourquoi pas? Le changement permanent, c'est de l'instabilité, c'est suicidaire. Et moi j'avais mis au début, c'est mortel. Cherchez l'erreur, mes camarades. De nos jours, tout est géré au travers d'une vision purement comptable. Et cela engendre la destruction de milliers d'emplois dans les 3 fonctions publiques. État, hospitalière et dans un très proche avenir territorial. Toutes ces réformes se suivent, ont un nom différent. RGPP, MAP, REAT, enfin... Hein, même la RGPP++, hein, ont le même objectif, casser du fonctionnaire. En France, comme dans tous les autres pays européens, c'est la baisse massive du nombre de fonctionnaires qui est ciblée pour déléguer leurs prérogatives aux entreprises privées. L'État pourrait ainsi prétendre à une source d'économie. Nos technocrates sont tellement bien éclairés qu'ils finiront par nous faire prendre des vessies ou des lanternes. La République est en danger. La politique de rigueur appliquée actuellement fait des ravages dans tous les services des administrations européennes et je vous invite à lire le livre que la Confédération a fait éditer tout récemment, « Il faut sauver le service public », rédigé sous la plume de Jean-Claude Mailly et Pascal Pavageau,
qui relate le désastre administratif en France. C'est la réalité des effets de l'application de ces réformes découlant des plans d'austérité. C'est la mort annoncée des services publics, de la sécurité sociale, en adéquation avec les tractations secrètes des gouvernements sur les projets de traités, alors là je la fais, TISA et TTIP. Alors c'est de l'anglais, je ne vais pas vous dire la traduction en anglais, je vais vous la faire. Le TISA, c'est... Non, pas en anglais. C'est un projet d'accord entre l'Union européenne et 22 pays sur le commerce et les services. Et le TTIP, c'est le projet libre-échange avec les États-Unis. On n'en entend pas parler, pas plus que ça. Non. Et là, on est mort. L'austérité imposée à notre pays au travers de toutes ces réformes et déréglementations plonge des millions de foyers dans la rigueur et la détresse. Tout augmente, sauf les salaires. Comment relancer la machine économique si l'on continue à bloquer les salaires, les retraites et les pensions? Nos chers technocrates nous suggèrent même, dans des rapports, d'organiser des négociations salariales tous les 3 ans. Et pourquoi pas tous les 5 ans, comme on est dans le quinquennat? Inadmissible, mes chers camarades. Si les gens ont 1 000 euros, ils dépensent 1 000 euros. S'ils ont 2 000, ils en dépensent 2 000. Cette deuxième hypothèse, en matière de dépenses, est la plus réaliste. Les salariés sont plus proches d'un besoin de 2 000 euros par mois, mais sont loin d'en gagner autant. En conclusion, mes camarades, ils s'endettent. Et au profit de qui? Des banques. Et je suppose que vous l'aviez deviné. Surprise aussi pour les foyers qui découvrent l'harmonisation, entre autres, des prélèvements des impôts locaux, fonciers et différentes taxes suite à la création de communautés d'agglomération. Que va-t-il en être après le désengagement de l'État auprès des communes? Moins 50 milliards. Complétez cette modeste somme par les 49 milliards d'intérêts que nous déboursons chaque année pour le remboursement de la dette, je vous laisse deviner qui va payer la note. Tout cela contribue au démantèlement de la République, une mais désormais divisible, et à la création de super-régions où les droits des citoyens seront différents d'une région à une autre, et bien sûr en fonction de leur niveau de salaire. Quels seront nos droits pour nous, Meusiens, qui faisons partie de l'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, vulgairement appelé Alka, à l'image des Länder allemands? Le tableau n'est pas florissant, mais cela nous amène à prendre conscience qu'il est grand temps de réagir et de neutraliser ce système avant qu'il ne nous anéantisse. Par le renforcement de nos syndicats, par nos unités d'action, et enfin par la force de nos convictions et de nos engagements. C'est pourquoi la Confédération appelle à un rassemblement national le 16 décembre prochain, et cela ne doit être qu'une étape avant la grève générale. Je vous invite donc tous à y participer massivement. Vous avez certainement constaté que mon discours et mon approche diffèrent quelque peu de celui de l'année précédente, pour ceux qui étaient là. La raison en est toute simple. L'actualité pressante et notre devoir d'action dans ce contexte nous ont amenés à aborder notre Assemblée générale sous une forme mieux adaptée à la situation. Mais cela n'a pas empêché l'Union départementale de faire son travail. Nous avons organisé 3 sessions de formation syndicale avec un nombre de participants maximum. Et ça j'insiste, maximum. Sur l'aimable invitation des responsables et dans le respect des statuts régissant notre organisation, j'ai présidé les assemblées générales des différents syndicats de notre département. En mon nom et au nom de tous les camarades, je tiens à les remercier ici pour l'accueil qu'ils m'ont réservé et pour les moments forts que nous avons partagés en toute fraternité. Nous avons affirmé notre présence dans les instances où nous siégeons et nous nous sommes appliqués à être présents partout où c'est possible, sauf aux réunions qui ne sont faites que pour cautionner la politique d'austérité mise en place par nos dirigeants, entre autres le pacte de responsabilité.
Nous avons organisé des manifestations et relayé les revendications des salariés dans la droite ligne tracée par notre confédération, meeting, manif, et en respect total de nos résolutions. J'insiste pour mettre en exergue notre action du 1er mai, et je salue le ralliement des camarades à ce moment intense qui fut, au dire de tous, une réussite. Vous pourrez en découvrir l'ampleur en consultant notre site FO, parce que le site il est en ligne directement sur le site FO. Il est inutile, mes chers camarades, de vous rappeler que l'unité dans l'action est la clé de voûte de notre réussite et la condition indispensable pour assurer et affirmer notre présence dans le paysage syndical meusien et bien au-delà. Je remercie sincèrement les forces vives qui ont organisé la parenthèse de convivialité de cette journée. Si mes propos étaient généraux au début de mon intervention, ils sont totalement transposables à la Meuse, qui subit de plein fouet la crise, l'austérité et, osons le dire, la récession. La Meuse ne doit pas disparaître du nouveau paysage territorial. La guerre entre nos élus fait rage pour revendiquer la ville qui sera désignée comme préfecture régionale de ce nouveau découpage du territoire. Personne de la Meuse n'a levé le petit doigt pour revendiquer cette possibilité. Et pourquoi pas Bar-le-Duc, préfecture de cette nouvelle région? Cela permettrait de revitaliser ce département rural. J'ai le droit de rêver, mais la Meuse, ce sont des centaines d'emplois perdus dans les grandes entreprises. Pour votre rappel, Soletal, Hulsmann, que je parlais déjà l'année dernière dans mon assemblée générale, comme dans les petites ou très petites entreprises qui représentent 90% des entreprises meusiennes, Scoriès, Cabanès, et puis ça qu'on ne sait pas, parce que quand vous avez une entreprise de 3-4 salariés, enfin un petit artisan qui a 3-4 salariés et qui en vire 2, on ne le sait pas forcément. Et ça, il y en a à l'appel. La Meuse, retenez bien le chiffre, je ne l'invente pas, c'est 40% des entreprises qui sont en redressement judiciaire. Je ne l'invente pas. C'est un taux de chômage supérieur à 10%, nous plaçant au-dessus de la moyenne nationale. Aujourd'hui, ce sont 14 555 Meusiens qui se voient ouvrir le droit au RSA sous toutes ses formes, soit 6 703 foyers meusiens soumis à la précarité et en situation de détresse. Aujourd'hui, la Lorraine, parce qu'encore aujourd'hui on est dans la Lorraine, se retrouve au 7e rang dans le peloton de tête des chiffres catastrophiques du chômage. Nous sommes les cancres de l'emploi. La transition m'est aisée pour passer la parole à notre camarade Stéphane, qui, grâce à son expertise, va nous éclairer sur les nouveaux accords assurance chômage, emploi, formation professionnelle, issus de secours pour les salariés privés d'emploi. Mon cher camarade, je te passe la parole et je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, mes chers camarades, permettez-moi de vous apporter le salut fraternel de Jean-Claude Mailly et de l'ensemble du bureau confédéral. Yves a évoqué le nom, vous les avez vus sur les photos de nos grands disparus de cette année. Dont j'aurais dû rajouter Claude Genet, voilà, tout récemment. Citer notre camarade Claude Genet. Non, mais c'est Claude Genet qui a été, qui est mort hier, qui est décédé hier. Claude était ancien secrétaire confédéral de 1980 à 2000. C'était un grand bonhomme. Et je tenais également, mais je sais que Yves, il participait aussi par la pensée, associé au départ de nos deux secrétaires généraux qui ont été André Bergeron et Marc Blondel. Claude a aussi, je pense, marqué notre organisation dans ses 20 ans de bureau confédéral et il était bien de l'associer. Le résultat, c'est ça. Lorsque vous avez... Voilà, d'un côté, ils ont raison de le faire. Le patronat a une arrogance, mes camarades. Mais une arrogance. Vous avez Pierre Gattaz, le fils d'Yvon. Ne change pas trop, hein. Le père et le fils, c'est pareil. Hein. Donc voilà.
Pierrot, nous on l'appelle Pierrot le fou, mais bon, voilà. Les gars ils se lâchent. Mais vous avez un gouvernement qui donne. Donc ils y vont les gars. Hein. Et derrière c'est quoi? C'est le coût du travail, la mise à sac du code du travail, la dérégulation totale, l'attaque des conventions collectives. C'est ça derrière. On a évoqué la question de l'assurance chômage. On a un patronat qui en France ne veut plus de la gestion paritaire. N'en veut plus, ça ne les intéresse plus. Les camarades, le paritarisme, formation professionnelle, assurance chômage, retraite complémentaire, c'est un élément consubstantiel de l'indépendance syndicale. Parce que c'est dire quoi? C'est dire que les organisations ouvrières, elles sont responsables de la gestion du salaire différé. Et ça passe par la gestion paritaire. C'est de dire c'est pas le tout État et c'est pas le tout entreprise. Ça, c'est force ouvrière. C'est pas la CGT, c'est pas la CFDT, c'est force ouvrière la gestion paritaire. C'est nous qui l'avons inventé, c'est nous qui l'avons construit. André Bergeron en 1958 crée l'assurance chômage. CGT, ils n'étaient pas là. Hein. CGT, ils se croisent les bras depuis 1958 sur les négociations d'assurance chômage. Ce que je leur ai dit la dernière fois. Hein. On dit vous croisez des bras, bossez un peu et rentrez dans les négociations. C'est ça la gestion paritaire. C'est pas de dire on va gérer pour gérer. C'est un élément substantiel de l'indépendance syndicale. On s'occupe de nos affaires aussi. On s'occupe du salaire différé. Oui, on a des choses à dire sur la formation professionnelle, sur la formation ouvrière, sur l'éducation permanente. C'est notre boulot, l'organisation syndicale, de défense des travailleurs. Oui, on a des choses à dire sur les demandeurs d'emploi. Parce que ce sont nos cotisations par un mécanisme de solidarité interprofessionnelle. L'assurance chômage, c'est la solidarité interprofessionnelle. C'est les salariés qui cotisent pour les demandeurs d'emploi. Et ça, il ne faut pas que ça s'arrête, mes camarades. On est en grand danger là-dessus. Retraite complémentaire. Retraite complémentaire, c'est la solidarité ouvrière. Oui, on est en grand danger sur les retraites complémentaires. On va avoir des négociations. On est en grand danger, mes camarades, là-dessus aussi. On a un patronat qui ne veut plus de la gestion paritaire, qui veut fourguer les retraites complémentaires, l'assurance chômage, au privé. Regardez ce qui s'est passé sur les complémentaires santé, sur la prévoyance avec l'accord de sécurisation de l'emploi. On a vendu, la CFDT et le MEDEF ont vendu la complémentaire santé et la prévoyance aux assureurs privés. Bon, la CFTC, ouais. Ils croient au miracle, je n'en parle plus. Voilà. Ils sont des suiveurs. Voilà, bon. La CFTC, la CFTC, camarades, ils signent tout pour exister maintenant. Bon, c'est pas. Voilà. Bon, à un moment, ils disparaîtront. Voilà. Bon, sauf s'il y a un miracle. Mais peut-être pas un miracle. Mais bon, ça, c'est leur problème. Mais camarades, voilà. Donc, on a la négociation assurance chômage que nous avons vécue. Bah, elle est le reflet des divisions patronales. Oui, on a une situation qui est compliquée, l'assurance chômage. On va pas se faire comme les retraites complémentaires. L'assurance chômage, on a 23 milliards d'euros d'endettement. C'est pas simple. Hein. Alors, on peut faire comme la CGT, se croiser les bras. Hein. On peut dire on signe rien depuis 1958. Hein. Envoyer le bébé au gouvernement. Hein. On sait ce qui s'est passé dans d'autres pays. Hein. Quand on étatise l'assurance chômage, ça tape. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, on nous parle toujours des lois Hartz. Les camarades, je vous rappelle quand même accessoirement que sur les lois Hartz, les syndicats allemands étaient contre. Hein. C'est pour ça qu'ils sont passés par la loi d'ailleurs. Hein. On nous fait un modèle allemand comme si tout le monde était d'accord. Non, le DGB allemand était contre. Ils ont manifesté contre les lois Hartz. Donc si on veut un système étatique, eh ben, on va y aller. Mais par contre, les droits, ils vont baisser. Donc ça a été une négociation difficile, effectivement. Très difficile. Et il faut après ses responsabilités. Parce qu'il faut prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est effectivement conquérir de nouveaux droits et préserver nos acquis. Alors après, on verra, de toute façon l'assurance chômage, mes camarades, en 2016, on ne sera pas à 23 milliards d'euros d'endettement. Hein. On sera à 27. On sera à 27 milliards d'euros d'endettement. Donc la situation va être encore plus dure. Sauf si on a 3% de croissance, mais on n'aura pas 3% de croissance. Sauf, rappelons, ce que nous faisons, mes camarades, c'est que l'assurance chômage, en 2008, on était à l'excédent. Hein. On était à 4 milliards d'euros d'excédent.
Après, ça tombe vite. Hein. Vous avez une crise, moins de rentrée de cotisation sociale, plus de chômeurs, bah ça tombe. Voilà. Donc la situation est compliquée. Mais il faut prendre ses responsabilités. Les camarades, Force ouvrière, c'est quoi? C'est un syndicat qui est au cœur de la négociation collective et de la politique contractuelle. Nous, on ne croit pas au dialogue social. Hein. Moi, je ne confonds pas le dialogue social avec la négociation collective. Hein. C'est pas la même chose. Hein. On a des syndicats qui nous font du dialogue social. Ça fait côté de derviche tourneur. On tourne, on fait du dialogue, blablabla. On n'est pas pour le dialogue social, nous. Si le dialogue social ne produit rien, nous, on est pour la négociation collective. La négociation collective, oui, nous n'avons pas les mêmes intérêts que le patronat. C'est ça la négociation collective. Pour autant, on arrive à un moment où pas, on arrive au compromis qui est temporaire sur des intérêts contradictoires. C'est ça la négociation collective qui arrive au contrat collectif. On a toujours été Force ouvrière des défenseurs du contrat collectif. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un des fondamentaux, un des vecteurs de l'indépendance syndicale. Si on n'a plus cet élément-là, là c'est terminé mes camarades. Hein. C'est la reprise en main de l'État ou c'est le marché pur. Idem pour la formation professionnelle. Nous avons des choses à dire sur la formation professionnelle. Parce que ça a été au cœur de l'action ouvrière depuis la création des syndicats en France. C'est parler formation professionnelle, parler d'éducation des travailleurs. Regardez ce que disait Fernand Pelloutier, qui a été créateur des bourses du travail, qui a été le créateur des... Voilà, ce lieu où les travailleurs peuvent apprendre à lire, à écrire au XIXe siècle, faire de l'économie, faire de l'histoire. Pelloutier disait, ce qui manque à la classe ouvrière, c'est la science de son malheur. Voilà. Force ouvrière a été au cœur des dispositifs de formation professionnelle comme un élément d'émancipation sociale. Former les salariés, c'est les émanciper dans le travail et ailleurs. Et donc ça, mes camarades, ça aussi est en danger. Tout ça est en danger. C'est pour ça que nous sommes en même temps porteurs des politiques contractuelles et en même temps contestataires et dans la rue comme il faut le faire. Donc Yves l'a évoqué, nous avons eu un débat au Comité confédéral national qui est l'organe, le Parlement de notre organisation. Que nous disent les camarades? Que ressentons-nous? Que dites-vous? Bien sûr que la situation, les salariés, les travailleurs, les fonctionnaires, les retraités, les demandeurs d'emploi, les chômeurs, ils sont à bout de souffle. Ils n'en peuvent plus. Bien sûr qu'on le ressent tous. On ressent tous cette angoisse, cette exaspération des travailleurs. Elle est majeure dans notre pays, et pas simplement dans notre pays. Quand on entend certains qui nous disent « Regardez, ça va mieux en Espagne », parce qu'ils ont eu 1,5% de croissance. Les camarades, il y a 50% des jeunes qui sont au chômage en Espagne, 25% de demandeurs d'emploi. On va nous faire croire que ça va mieux. Mais c'est une vaste fumisterie. Regardez ce qui se passe en Grèce. Ce que nous disons à Force ouvrière, c'est que cette situation, Jean-Claude l'a souvent dit dans ses discours, c'est que c'est suicidaire, économiquement, socialement et même démocratiquement. Et donc cette exaspération, bien sûr que les camarades qui représentent l'organisation, eh bien ils la disent, on la ressent tous, et qu'à un moment, effectivement, il faut passer à l'action. Alors après, effectivement, moi j'ai dit mes camarades, ici on se dit tout, hein, on se parle franchement. On peut faire des grands discours sur la grève générale. Hein. Par contre, il ne faut pas se planter. Hein, camarades. Il ne faut pas se planter. Hein, parce que derrière, on a la responsabilité de la classe ouvrière derrière qui nous regarde. Hein. Les salariés, les travailleurs nous regardent. Nous ne sommes pas encore la première organisation syndicale de ce pays. J'espère, et moi je suis optimiste, hein. Quand on est syndicaliste, on est optimiste. Je pense que voilà, les résultats, bon j'espère que ça va se confirmer, les résultats dans la fonction publique nous montrent que les revendications que nous portons, le travail de terrain, parce que c'est d'abord le travail de terrain que vous faites qui porte, mais assis, appuyé par nos revendications, ça montre que notre organisation, elle se développe et elle gagne des voix. Notre discours est entendu. On a un gros travail à faire dans le privé, bien évidemment. Donc oui, on a une
très grande responsabilité. Les organisations syndicales ont une responsabilité majeure dans ce pays face à les situations de crise que nous vivons. Mais lorsqu'on a une responsabilité majeure, il faut faire attention, mes camarades. Hein. N'envoyons pas la classe ouvrière dans le mur, hein, parce qu'après, nous le reprocherons. Donc on a une grande responsabilité. Alors, mes camarades, un rapport de force, qui soit dans la négociation c'est un rapport de force, qui soit dans la rue, par la contestation, ça se construit. C'est pas simple. Nous, on n'arrive pas, hein, vous savez, on n'est pas la Confédération, comme vous. Hein. La Confédération, c'est vous. C'est les camarades sur le terrain, c'est la Confédération. Mais l'un ne marche pas sans l'autre. Hein. Nous n'arrive pas, le matin, Jean-Claude Marie n'arrive pas en disant on va faire ci, on va faire ça va se passer comme ça. Ça serait super chouette. Et c'est pas ça. Voilà. Donc on ne lit pas non plus dans le mar de café. On sent tous l'exaspération qu'il faut faire quelque chose. Donc le rapport de force, il se construit, bien évidemment, tous les jours sur le terrain. On fait souvent référence dans notre maison à la charte d'Amiens. C'est très bien. Dans la charte d'Amiens, il y avait deux choses. Hein. Il y a l'émancipation, mais il y a aussi ce qu'appelait dans la charte d'Amiens la besogne quotidienne. La besogne quotidienne, c'est tous les jours. C'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons quotidiennement, en aidant les salariés, en répondant à leurs soucis et leurs revendications. C'est la besogne quotidienne. Et après, il y a ce travail de l'émancipation. Donc ce rapport de force, il se construit. On pourrait dire, on pourrait le construire tout seul. Compliqué, hein, mes camarades. Hein. Moi, je vous le dis, hein, il est regrettable que dans des temps comme nous vivons, il est regrettable que nous ne soyons pas unis sur une revendication avec l'ensemble des organisations syndicales. Ce que nous disons à Force ouvrière, nous, on n'est pas comme la CGT, on n'est pas pour le syndicalisme rassemblé, parce que la CGT, c'est le syndicalisme rassemblé, il est derrière moi. Non, c'est pas comme ça que ça se fait, mes camarades. Si on est capable à un moment d'avoir des revendications communes, mais écoutez, il n'y a pas de souci d'avoir une action commune, le débat il n'est pas là. Je pense que ça va être compliqué avec certaines organisations syndicales, notamment la CFDT. Mais à la rigueur, si à un moment nous arrivions à avoir des positions communes, bien évidemment que nous allons sur l'action commune, parce que ça permet de créer un meilleur rapport de force. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que c'est compliqué actuellement, pour différentes raisons. Mais nous disons tous que nous aurions besoin de ça, pour créer un véritable rapport de force, pour faire céder le gouvernement et le patronat. Parce que moi, il y a le gouvernement, mais il y a le patronat aussi qu'on doit faire céder. Alors, nous ne sommes pas pour l'instant dans cette situation. Il ne s'agit pas de rien faire, mes camarades. Il s'agit de créer les conditions du rapport de force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre capacité sur le terrain à expliquer nos revendications. Première étape. À nous développer dans les administrations, dans les entreprises privées, à développer notre organisation, à montrer que nous sommes plus forts. Donc ce débat que vous portez, et que Yves porte en votre nom, au sein du comité confédéral national, bien évidemment que c'est une question qui nous taraude tous. Donc lorsque nous avons décidé, lorsque le comité confédéral national a décidé d'un rassemblement national du 16 décembre, c'est pour nous le premier étage d'un édifice qui construit le rapport de force. C'est un premier étage, mes camarades. C'est comme une fusée, hein. Donc la fusée, elle décolle. On peut se mettre tout de suite en orbite géostationnaire, mais ça va être compliqué. Premier étage, c'est le Rassemblement national du 16 décembre. C'est un moment important, mes camarades. Il ne faut pas qu'on se plante. Hein. On est regardé quand même. Il ne faut pas qu'on se plante. Deuxième étage, mes camarades, c'est le congrès. Nous allons avoir un congrès confédéral. Le congrès, c'est le lieu démocratique de l'expression de nos syndicats. On a un congrès des syndicats. On est la seule organisation à l'avoir. C'est l'expression des syndicats. Les camarades qui ont assisté au congrès montrent que à Force ouvrière, la parole elle est libre, mes camarades. Ça peut apparaître comme un grand foutoir, mais c'est précieux, hein, parce que la parole elle est libre. Ce qui n'est pas le cas des autres organisations syndicales, hein, on dit tout de suite. Donc le deuxième étage pour nous, c'est le congrès. C'est le congrès qui nous dira ce que nous devons, ce que nous pouvons faire. Quoi de mieux que les 3500 délégués qui seront réunis à Tours pour porter l'action que nous souhaitons mener contre les politiques du gouvernement. Moi, je ne combats pas un gouvernement,
On ne fait pas de la politique, les camarades, on combat des politiques gouvernementales. Que ce soit Tartampion, Trucmuche, c'est pas le problème. On est indépendant. On combat des politiques qui sont pour nous destructrices. Donc le congrès, ça sera un moment important. C'est toujours un moment important et vital de notre organisation. Et c'est un moment, dans ce moment que nous connaissons, ça sera un moment essentiel pour porter les revendications et choisir les voies et les moyens de l'action. Donc pour moi, pour le bureau confédéral, pour la commission exécutive, le 16, c'est une première étape. Et donc il ne faut pas se planter. Il faut être présent. Il faut être présent le 16 décembre à Paris pour que cet rassemblement national soit une réussite pour notre organisation. Oui, c'est un avertissement que nous lançons au gouvernement, au patronat, parce que les choses ne peuvent plus durer. Les choses ne peuvent plus durer dans ce pays. Il faut que ça cesse. Et le congrès, ça sera le deuxième étage. Et après, nous déciderons, ce sera le congrès, les camarades, le congrès des souverains. C'est le congrès qui décidera, avec le comité confédéral national, quelles sont les voies et moyens pour faire que le rapport de force il soit en faveur des travailleurs. C'est ça le débat que nous porterons au congrès. Et que vous porterez au congrès dans le cadre du mandat de vos syndicats. Donc moi, mes camarades, pour terminer mon intervention, quand on est syndicaliste, moi j'ai dit on n'est jamais pessimiste. Hein. Jamais. On peut être inquiet, hein. Mais on fait ça, l'action syndicale, moi mes camarades, j'idéalise pas la classe ouvrière. Hein. On va idéaliser la classe ouvrière. Pour autant, nous sommes porteurs. Nous sommes porteurs, nous, en tant que militants de Force ouvrière, nous sommes porteurs de la voix des travailleurs. Et nous avons cette responsabilité majeure dans les temps qui viennent. Donc oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Des fois, on en a marre. Des fois, il y a des salariés, on a envie de... Bon, ok, oui, mais si on a fait ce choix, même avec les difficultés, c'est que nous croyons que nous portons la vérité et le message de notre organisation, que nous portons les bonnes et les justes revendications. Donc moi, mes camarades, moi je suis optimiste pour notre organisation. Oui, c'est difficile, mais il faut porter le fer, il faut porter le combat, il faut se développer. Et moi je vous invite, et ça sera un des objets de notre congrès, à développer notre organisation. On a un enjeu majeur de développement de notre organisation, et franchement, mes camarades, si on bosse bien, on a un boulevard. Hein. Franchement, on a un boulevard. Donc moi, mes camarades, je le dis très clairement, il faut que nous développons notre organisation syndicale dans l'indépendance, dans la fierté de ce que nous sommes. Il faut être fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers de notre organisation, soyons optimistes, et je suis sûr et persuadé que nous gagnerons des échéances électorales, nous gagnerons sur nos revendications, et comme le disait à une époque André Bergeron, il dit nous redeviendrons la première organisation syndicale, ce que nous devons être, les camarades. En tout cas, merci à vous, merci pour votre écoute, et puis vive l'Union départementale de la Meuse et vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Merci mes camarades.